Les enjeux économiques, sociaux et de l'évolution sont considérables. Nos pays, l'Angleterre, la France, les États-Unis, ont évolué vers une disparition de la production interne. Ils sont à 80% de tertiaire. C'est-à-dire on ne produit plus. La France est même devenue un pays qui a une balance économique négative sur le plan agricole, ce qui n'était jamais arrivé dans toute son histoire. Donc notre manière de voir le monde, bien au-delà de cette crise, est en train de changer très profondément. Et vous regardez à tous les niveaux, vous regardez au niveau de l'espérance de vie, la meilleure espérance de vie, avant, il y a 20 ans, c'était la France, maintenant, c'est l'Extrême-Orient. Hello everyone, I'm Alexa Lavoie from Ribbon News, and today we have the incredible opportunity to meet Professor Didier Raoult, a French infectious disease specialist. He is currently visiting Quebec to promote his autobiography and participate in 2 conferences that we will attend on October 8 and 9. Professor Didier Raoult has had an impressive career. He headed the Hospital University Institute for Infectious Disease in Marseille and was the most cited European researcher in the field of infectious diseases. In 2010, he also received the prestigious INSERM Grand Prize, one of the highest distinctions for scientists in France. Professor Raoult has been at the center of controversy due to his research on hydroxychloroquine and its use in treating COVID-19. As the pandemic hit France, he actively sought to manage this health crisis with his team at the IHU Méditerranée Infection, a facility specially designed to address epidemic. During this time, a major scandal known as LancetGate unfolded. In 2020, the reputation of the prestigious medical journal, The Lancet, was shaken when an article criticizing hydroxychloroquine as a treatment for COVID-19 turns out to be based on false data. This article was retracted from the medical literature at the request of 3 of its authors who could no longer vouch for the accuracy of the sources. Despite this, the article had already spread misinformation about hydroxychloroquine. Additionally, in 2020, former President Donald Trump also promoted hydroxychloroquine and azithromycin combined as a treatment, raising suspicion of a possible association with Dr. Raoult. Today, we have the privilege of discussing censorship, politics, the pharmaceutical industry, and much more with Mr. Raoult. Our discussion has been long and detailed, so for clarity, have divided the discussion into 3 parts. Here is the first part, focused on the WHO multiple conflicts, censorship, and pharmaceutical industry regulation. Dans votre livre, là, dans votre autobiographie, vous parlez beaucoup de votre père, où ce que vous parlez que justement, il a travaillé pour l'OMS et également, il a fait des missions pour les Nations Unies. J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous pensez de ces 2 organisations-là aujourd'hui? Trouvez-vous qu'elles ont changé? Pensez-vous qu'elles veulent le bien de la population ou en fait, elles remplir la santé de la population? Je veux pas avoir d'idée définitive. Je ne suis pas, si vous voulez, je ne suis pas convaincu qu'il soit naturel que l'OMS soit financée en grande majorité par Bill Gates. Voilà, je ne trouve pas que ce soit correct. Je suis très attaché, vous savez, quand je suis arrivé pour faire mon postdoc aux États-Unis en 86, il y a 2 choses qui m'avaient impressionné dans la démocratie américaine. C'est la loi anti-monopole contre Rockefeller et c'est les mœurs qui luttaient d'une manière la plus efficace possible contre les conflits d'intérêts. Ces 2 choses ont disparu aux États-Unis et c'est un problème, il faudra bien les réinventer. C'est-à-dire qu'il y a eu un véritable monopole de l'information, il y a eu un véritable monopole jusqu'à ce que Elon Musk en arrache un bout. Sinon, même sur les réseaux sociaux, il y avait un monopole de ce qu'on a le droit de dire et pas de dire. Et ça, c'est profondément contre l'esprit même de la démocratie américaine,
comme c'est contre l'esprit même de la Constitution française, hein, cela n'empêche que ça arrive. Et deuxièmement, la notion de conflit d'intérêts apparaît avoir complètement disparu, parce que Bill Gates est, par deux fondations différentes, le plus gros financeur de l'OMS devant les États-Unis. Et quand il recommande des vaccins ou recommande des thérapeutiques, il est actionnaire extrêmement significatif de Gilead et de fabricants de vaccins. Si ça, c'est pas le conflit d'intérêts à un point extrême, qui plus est, il finance d'une manière extraordinaire la plupart des journaux, comme vous savez, et que donc tout ça, c'est un gigantesque conflit d'intérêts, et de dire simplement la réalité apparaît comme étant complotiste. Et parlons justement de censure, parce que vous en avez emmené sur le sujet. Comment vous trouvez-vous le niveau de censure, surtout en France, parce que comment que ça en est venu, où ce que maintenant tout est censuré, surtout au niveau de tout l'Internet, même au niveau des articles, certains sont difficiles d'accès. Qu'est-ce que vous pensez de ça, de ce niveau de censure maintenant dans lequel on vit? Je pense que, mon opinion maintenant, on vit une période de changement géopolitique et économique considérable. Moi, je vois, pour les choses que je connais, la France était dans une situation il y a 40 ans qui était une situation extrêmement favorable. Vous savez, le produit national brut par tête d'habitant en France dans les années 80 était supérieur à celui des États-Unis. Actuellement, celui de la France, on est 27e. La France, en termes de production scientifique, était, par tête d'habitant, était là aussi dans les 10 premiers. Elle est pareil, elle est arrivée entre la 25e et la 30e place. Ça s'est passé avec une vitesse considérable. Et ce n'est pas que la France, bien sûr, hein, c'est tout le monde occidental, d'une manière plus ou moins rapide. Maintenant, les domaines qui sont les domaines réservés des pays occidentaux, c'est la santé. C'est le seul truc qui ne rentre pas dans l'OMC ou qui ne rentre pas dans l'échange général. Donc, c'est les domaines dans lesquels, pour vendre des médicaments ou pour faire du soin aux États-Unis, vous devez passer par la FDA. Là, il n'y a pas d'arrangement. Et c'est pareil en France. Vous devez passer par la NSM. Il n'y a pas d'arrangement. Si vous enlevez ça, compte tenu du fait que tout le reste, on ne sait plus du tout le produire, si vous enlevez ça, il n'y a plus rien économiquement que l'on produise. Et donc, il y a un enjeu absolument considérable. De la même manière, si vous voulez, il y avait un quasi-monopole anglo-européen et américain sur la production du journalisme scientifique et médical, qui est en train de tomber parce qu'il y a des dizaines d'éditeurs chinois, indiens, et qu'il y a une véritable guerre économique qui s'autour de ça. Vous savez, les bénéfices de quelque chose comme Elsevier, c'est 35% par an. Je ne sais pas, il n'y a pas beaucoup de choses comme ça. Et donc, les bénéfices de l'industrie pharmaceutique dans cette opération, c'est absolument colossal. Donc, les enjeux économiques, sociaux et de l'évolution sont considérables. Nos pays, l'Angleterre, la France, les États-Unis, ont évolué vers une disparition de la production interne. Ils sont à 80% de tertiaire. On ne produit plus. La France est même devenue un pays qui a une balance économique négative sur le plan agricole, ce qui n'était jamais arrivé dans toute son histoire. Donc notre manière de voir le monde, bien au-delà de cette crise, est en train de changer très profondément. Et vous regardez à tous les niveaux, vous regardez au niveau de l'espérance de vie, la meilleure espérance de vie, avant, il y a 20 ans, c'était la France, maintenant, c'est l'Extrême-Orient. C'est quelque chose que vous nommez souvent, que justement, les pays industrialisés, où ce que Big Pharma est le plus présent, l'espérance de vie a tendance à être où ce que c'est le plus faible. Mais aux États-Unis, c'est caricatural. Maintenant, l'espérance de vie est tombée à 76 ans. Vous savez, c'est moins que tous les ennemis de l'Amérique, quand même. C'est moins que la Chine, c'est moins que le Vietnam, c'est moins que Cuba, c'est moins que le Maghreb. Il faut commencer à se poser des questions. C'est le pays dans lequel il y a la plus grande dépense par tête d'habitant en termes de santé. D'accord ? Et il s'est passé, il y a une quinzaine d'années, on s'est rendu compte qu'il y avait un décrochage maintenant entre le niveau d'investissement dans la santé et l'espérance de vie. Jusqu'à un certain niveau, jusqu'à $10 000 par personne, si vous voulez, l'espérance de vie et les dépenses de santé étaient parallèles, étaient corrélées. Et puis, ça décroche à partir des 1000, vous mettez de plus en plus d'argent, et pour les États-Unis, ça a même laissé inverse, il y a de plus en plus d'argent et les gens vivent de moins en moins longtemps.
il y a vraiment un problème de fond. C'est-à-dire que si là, or, c'est le pays dans lequel l'industrie pharmaceutique est la plus importante. Elle est d'ailleurs, de toute manière, c'est assez risible. C'est simplement parce que personne n'a de mémoire. Il suffit de regarder ce qui se passe depuis 20 ans. C'est-à-dire, Pfizer a été condamné, je ne sais combien de fois, 10 fois, des millions de dollars, parce qu'ils ont triché, parce qu'ils ont acheté ça. L'Oxycontin, ça a tué, je ne sais pas, on estime que ça a tué entre 500 000 personnes et 1 million de personnes. En disant, quand vous dites aux gens, vous savez, la morphine, c'est pas addictif, et que les gens le croient, que c'est publié dans le New England, c'est publié dans le Lancet. La FDA, ils disent, vous pouvez le prendre, c'est pas addictif de prendre un dérivé de la morphine, mais comment c'est possible, un truc pareil, vous voyez? Et on vous resserre la même sauce et vous croyez la même chose. Donc, on ne sait plus ce qu'il faut faire. Donc, ça veut dire que simplement, il y a une espèce, aux États-Unis, on est quasiment dans une situation de suicide de la société. Entre le sucre partout, le fructose dans toutes les boissons, qui fait une poussée, une épidémie d'obésité monstrueuse, c'est-à-dire qu'il y a 50% de la population qui a une obésité maladie aux États-Unis, plus les gens qui ne peuvent plus supporter une douleur et qui prennent des opiacés, et même les plus grandes stars des États-Unis qui sont morts de ça, Michael Jackson, Prince, ils sont morts de plus pouvoir supporter la moindre douleur, et bien entendu, vous êtes obligé d'augmenter les doses pour ne plus sentir les mêmes douleurs au fur et à mesure, et vous en mourrez à la fin. D'accord ? Donc, il y a quand même un problème d'évolution sociale, qui est un problème qui dépasse bien le Covid. Le Covid est une illustration de ce qui se passe, d'une crise de nerfs au milieu de cette pente, parce que la pente de diminution de l'espérance de vie des États-Unis, elle a 10 ans. Hein. Don't forget that if you want to make your voice heard about the censorship that is happening in Canada, please go over stopthecensorship.ca. Sign the petition and make sure we can do something to stop the medical censorship.